Bonjour à toutes et à tous. En cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, un 8 mars très inédit, cette année 2021, par écran interposé, comme vous le voyez, pour cause de contraintes sanitaires qui nous empêchent de nous réunir, mais pas de réfléchir. Nous aurions dû ensemble voir une pièce de théâtre sur une vraie scène. Vous auriez dû ensemble pouvoir poser à nos intervenantes des questions en direct sur la difficile réflexion de l'endoctrinement, de la dérive sectaire, de la radicalisation des adolescentes et des adolescents. Et ce ne sera pas possible. Donc nous allons le faire comme vous avez l'habitude maintenant aussi, de se dire des choses qui se posent pas à n'importe quel âge. La question du choix, la question de la liberté, quelle liberté, comment, à quel âge. Nous allons parler de cela parce que c'est une question philosophique qui est posée à travers la pièce qui a été montée à partir du livre qui s'appelait et qui est sorti il y a 3 ans, en 2017, de Lonova, mère de famille, confrontée à la radicalisation de sa fille de 12 ans, qui s'appelle Ma chère fille. Ça l'a radicalisée à 12 ans, et la pièce s'appelle 10 kilos, comme le ballot de linge que l'on retrouve quand une personne change définitivement de tenue et s'habille des pieds à la tête en noir. Auparavant donc, je vais vous présenter Lonova, effectivement autrice du livre, Antonella Amirante, qui est directrice de la compagnie Anteprima et qui a monté ce spectacle tout l'automne dernier, qui espérait le voir sur une scène dès janvier, et effectivement ça n'a pas été possible. Avec Edia, nous allons également parler de la radicalisation, puisque vous êtes à l'intérieur de notre bureau à Femmes contre les intégrismes, spécialiste de ces questions. Et puis nous verrons effectivement la position aussi de notre présidente, Noël Navarro, qui est psychologue de formation et de profession, et qui a aussi des choses à dire sur l'endoctrinement des jeunes à l'adolescence et de cette difficile période qui peut les mener à la psychiatrie ou à l'enfermement. Alors, on va attaquer peut-être tout de suite, puisque à FCI, on a toujours marché sur 2 jambes, si on peut dire, la jambe gauche pour parler de la culture et la jambe droite pour parler du droit, précisément, et du juridisme. Et les deux sont toujours allés ensemble, et là, on est au cœur des deux. On est au cœur, effectivement, du sensible, d'une relation mère-fille qui est mise en scène au théâtre, et puis aussi d'une question de société très importante, puisqu'elle touche l'ensemble des couches sociales, elle touche l'ensemble des quartiers, et elle appelle des décisions et des réactions politiques pour prévenir et non pas seulement pour dénoncer. Donc on a reçu, nous, un certain nombre de réactions de nos internautes et de nos militantes, puisque nous avons mis en ligne le spectacle que vous pouvez voir à partir d'aujourd'hui et pour une petite dizaine de jours sur notre site. Et on va parler un peu de ces réactions qui vont du coup nous amener à ce que chacune d'entre vous a à dire à chacune de ces réactions puisse être dite de façon un peu spontanée. Voilà, nous allons procéder un petit peu comme si ces personnes qui nous ont envoyé un petit mot à la suite du visionnement du film étaient dans la salle et posaient les questions. Donc, première remarque de Yolande, j'ai apprécié la pièce, j'ai aussi regardé une interview de l'autrice sur Public Sénat de 2017. Je l'ai regardée aussi. Dans cette interview, elle dit que, étant athée, elle n'avait pas de culture religieuse et qu'elle ne pouvait pas l'accompagner dans son choix, que dans sa famille, il n'y a pas de guide, pas de référence, et se pose la question de est-ce que l'enfant va chercher ailleurs quelque chose que nous ne lui avons pas donné. Les salafistes seront le premier choix, très facilement accessible. Est-ce qu'elle le pense toujours? Est-ce qu'elle se pose toujours cette question? Oui. C'est une question qui demeure sans réponse parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire. On peut s'interroger sur l'alternative qu'on peut aujourd'hui proposer à un jeune qui s'est engagé dans ce mouvement salafiste. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre comme alternative spirituelle? C'est plutôt là que je place l'interrogation. Parce que, est-ce que le fait d'avoir été dans une famille athée, est-ce que moi, avec ma faible culture religieuse, ça a favorisé
Je ne sais pas. Je ne pense qu'on n'a pas d'analyse réelle là-dessus. Ce sont des cas particuliers. Par contre, concrètement, quand on s'intéresse au traitement des radicalités, et quand on discute avec des personnes qui approchent ce sujet sous l'angle religieux, on s'aperçoit qu'effectivement, en alternative, c'est assez creux. Parce qu'en fait, ces enfants qui ont besoin de se retrouver dans des pratiques très fortes, dans beaucoup de rites, etc., il n'y a pas forcément d'alternative, et notamment parce que sur les réseaux sociaux et sur tous les moyens de communication, les salafistes sont quand même les premiers à proposer leurs paroles, et ils ont les moyens pour la promulguer, la divulguer. Donc c'est là qu'il n'y a plus de contrepoids, en fait. Enfin, je pense que ça pourrait être intéressant de vous entendre là, sur ce point, justement, mais enfin, moi, c'est ma perception. Tu veux intervenir? Oui, je confirme entre la réalité, les vécus de madame avec sa fille et la démarche d'endoctrinement pratiquée par ces groupes-là. Et en fait, il apporte effectivement une réponse à un besoin. On ne peut pas culpabiliser la famille ou les parents de ce vide-là, mais il faut dire qu'eux, ils sont à la chasse, à la pêche de ce vide, de ce besoin immédiat. Besoin culturel, spirituel, et un besoin aussi et ils proposent en même temps un remplacement. Et pour remplacer l'existant, remplacer l'environnement de famille, remplacer l'environnement dans sa globalité pour attirer par la suite cette personne dans un autre environnement, dans un autre monde qui remplace l'actuel et qui est rejeté par le recrue. En fait, en l'occurrence, la personne, qui soit adolescente ou autre. Il n'y a pas aussi le critère d'âge, c'est pas un critère obligatoire. Donc, le critère, c'est le besoin et l'attente de la personne et apporter une réponse immédiate. Une autre demande, remarque, surtout déjà au départ pour la pièce elle-même. Belle chorégraphie, jaunie et chaleureuse, alors je ne sais pas pourquoi jaunie, qui dit les corps et qui enferme des murs entre nous et eux. Que peut-elle faire que ceci, mise en scène en mots justes et profonds, pour dire le deuil et l'accompagnement? On est déjà dans l'idée du deuil, d'un processus de deuil. C'est vraiment approprié de parler du professionnalisme de ces démons. Voilà. Parce qu'il faut dire que l'écriture de la pièce, c'est votre écriture. C'est vous qui avez fait le texte et que Antonelle a mis en... Je peux vous raconter un peu comment c'est né, tout ça, l'idée de la pièce aussi. Moi, avant, j'ai élevé mes enfants dans un quartier résidentiel, on peut dire, de Lyon. Et Laurence, il y habitait aussi. On ne s'est pas forcément rencontrés à ce moment-là, même si nos filles, finalement, ils ont le même âge. Et c'est seulement, ça fait quelques années, que les copains communs du quartier, ils nous ont mis en relation en voyant mes spectacles et en lisant son bouquin. Donc, on m'a offert le livre. Laurence, elle est venue voir un de mes spectacles et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, il est né aussi l'envie de mettre en scène 10 kilos. Et à partir de là, je me suis dit, parce que vous savez, l'écriture théâtrale, elle est très très différente de l'écriture d'un livre, d'un essai ou d'un roman. Et donc, je me suis dit, au départ, on avait convenu ensemble de confier l'écriture de la pièce à un auteur de théâtre. Mais j'arrivais pas, même si je ne connais beaucoup, à trouver à qui confier ça. Et surtout, je voulais aller au-delà du livre. Et la seule qui pouvait le faire, c'était Laurence. Et donc, il m'a dit, j'ai envie d'essayer. Et quand j'ai lu les premières pages, je me suis dit, mais c'est génial. C'est là. C'est un auteur de théâtre. Et j'avais raison, parce qu'en plus, il a gagné avec ce texte le prix Arsénat. Donc, c'est pas rien. Et donc, c'est né comme ça. Et donc, c'est en commande d'écriture. Évidemment, c'est Laurence qui l'a écrit. Mais il a écrit à partir de mon envie d'une certaine façon de mise en scène.
Donc l'auteur, il écrit, mais il écrit pour le metteur en scène, pour ce projet-là. Et aller au-delà, ça voulait dire quoi? Pour moi, c'est pas forcément l'adaptation du livre, mais ça c'est ma vision. Moi, j'avais vraiment envie de partir de cette histoire, mais pour raconter aussi comment une mère, il peut accompagner des choix de son enfant adolescent. Mais mon souhait, c'est que le public qui va avoir ce spectacle, qui verra ce spectacle, ils peuvent s'identifier au niveau des parents, même si ces enfants n'ont pas fait forcément ces choix-là. C'est rarissime que notre enfant rêvé, ça colle avec l'enfant réel. Ça peut être en grand écart, c'est un grand écart dans ces cas-là. Mais voilà, moi j'essaie toujours de faire des spectacles où je touche des problématiques sociétales, mais en essayant de ne pas donner complètement mon point de vue, même si c'est évident que si je fais un spectacle comme ça, c'est pour dénoncer quelque chose, mais pour ouvrir la petite histoire, raconte la grande histoire, mais la grande histoire, il peut avoir des ramifications très différentes. Mais la question du choix, justement, c'est quand même une vraie question philosophique, la question du choix. À quel âge on est en capacité, d'ailleurs vous le dites dans le livre, vous l'écrivez, mais ce n'est pas dans la pièce, est-ce qu'on peut avoir un choix si jeune? Est-ce qu'à 12 ans, on peut faire le choix d'être sur le marchepied d'un enfermement? Bah, bien sûr que non. En fait, je pense qu'évidemment, à 12 ans, on ne peut pas faire ce choix. Bien que, par exemple, Charlotte répétait « le voile, c'est mon choix », c'est une évidence en décodant tous les mécanismes qui entourent ces cheminements. Bien sûr que ce n'est pas son choix. Par contre, c'est ce qu'on essaye de lui faire comprendre et c'est ce qu'elle finit par accepter, c'est ce qu'elle finit par penser que c'est réellement son choix. Mais en fait, le choix n'est pas réel, puisque à partir du moment où elle emboîte le pas dans une idéologie qui va progresser de manière tout à fait organisée, c'est un vrai processus d'embrigadement qui se met en place, et la personne a l'impression d'être dans un choix, mais en fait elle est complètement emmenée comme ça par le principe de fonctionnement du groupe, et ça ne devient plus acceptable de renoncer aux injonctions du groupe. Si vous êtes dans le courant salafiste piétiste, il est absolument impossible de renoncer au djilbab. C'est ne plus appartenir à la communauté que d'y renoncer, donc ce n'est pas vraiment un choix. Décodez-nous les deux mots. C'est ce que j'allais demander. Djilbab, quel type de vêtements c'est, et piétiste par rapport à toutes les nuances. Alors là, peut-être qu'on peut laisser qu'on peut vous laisser expliquer les différents courants. Enfin, je veux bien le faire, mais je sais que vous êtes... Alors, le courant salafiste quiétiste qu'elle a évoqué, ça fait partie de 3 niveaux. Le salafisme, il y a 3 niveaux de courant, en fait. C'est le salafisme quiétiste qui se base sur l'éducation, la purification par l'éducation, par la personne. C'est l'individu qui est ciblé en fait par cette mode de vie, la purification, appliquer l'islam selon leur vision, l'image le prophète de son époque, c'est-à-dire le compagnon. Revenir à cette pratique-là, c'est le mot salaf, ça veut dire les ancêtres. Donc revenir dans la pratique à cette époque-là, et l'époque des prophètes et ses compagnons. Donc, comme je disais, il y a 3 niveaux. Le niveau quiétiste, qui cible la personne, la purification, la personne et l'individu, par l'éducation. Il y a aussi la pratique de la religion, toujours, je insiste là-dessus, sur leur vision à eux. C'est par la politique, ce qu'on appelle le salafisme politique. Et après les 3 niveaux qui est plus violent, le salafisme révolutionnaire ou le salafisme par l'action. Donc l'islam s'applique par l'action violente ou les jihad. Voilà, ces 3 niveaux de salafisme. Après, le djilbab, c'est comme elle l'a dit, madame, il ne peut pas intégrer ce courant
sont l'identification, sont l'identité vestimentaire, surtout pour les femmes. Donc la femme, elle a un code vestimentaire à accepter, à respecter, il est obligatoire pour intégrer ou faire partie de cette mouvance. Donc le djellab, c'est la tunique qui couvre le corps de la femme pour ne pas inciter à la tentation de l'homme en fait. Et le djellab, c'est ce vêtement qui laisse apparaître le visage. Le visage, oui. Voilà, c'est un code d'obligation d'appartenance, d'intégration d'appartenance. D'où l'importance dans la pièce, dans la mise en scène, des tissus qui finissent par enfermer l'esprit en même temps que le corps. Oui, évidemment, l'idée c'est parti de ça, c'est pour ça que le décor il est fait de tissus. Ces grands tapis faits de patchwork, de tissus différents, et puis tous les tissus que la fille elle utilise pendant le spectacle. Et puis cette scène que je comprends que ça peut être un peu longue vue en vidéo, mais c'est quand même un spectacle fait pour la scène. Mais on a tenu au cœur du spectacle à voir cette scène où la fille elle change de vêtements, il s'habille de princesse, il s'habille plus de sport, il cherche sa tenue pour appartenir à un groupe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, beaucoup d'adolescents, ils cherchent leur groupe d'appartenance à travers l'habit. Et voilà, on est parti de ça, et puis on s'est rendu compte avec Laurence dans l'écriture que cette histoire de vêtements, d'habits, ça retournait souvent. Il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier aussi. C'est quelque chose que vous avez noté brièvement, à savoir que s'habiller comme ça, c'était aussi pour se protéger du désir des hommes. Cette façon de dire à 12-13 ans, c'est-à-dire à l'âge de la puberté, à l'âge où la sexualité va pouvoir s'éveiller, où le corps va se transformer, où quelque chose entre guillemets potentiellement dangereux peut arriver, c'est-à-dire la rencontre avec la sexualité, avec l'autre sexe, à ce moment-là, elle peut avoir l'impression que c'est un vrai choix pour elle de mettre ce vêtement qui sera protecteur et qui va du coup repousser pour elle le moment de constater que on la regarde différemment, elle a grandi, c'est plus la même, et elle peut le vivre comme une protection, autrement dit comme un choix. Je pense que l'enfant ou l'adulte qui s'en remet à ce groupe et à cette appartenance est sincèrement convaincu d'être dans un choix. Oui. En fait. Oui. Nous, de l'extérieur, on peut le percevoir autrement parce qu'on a un œil sur des mécanismes, sur des processus, sur une idéologie et qu'on se rend bien compte. Parce qu'on observe des centaines de cas et qu'on observe la façon dont ça progresse systématiquement de la même façon. Mais par contre, et c'est ce qu'on a tenu à respecter absolument dans la pièce, c'est-à-dire que les rares paroles de l'enfant ne sont que des paroles qu'elle a émises, des choses qu'elle a écrites. Il n'y a aucune parole qui soit trahie dans ce qui apparaît dans ce spectacle, et ça nous paraissait essentiel parce que on est là avec le point de vue de la mère et pas pouvoir donner le point de vue de l'enfant puisqu'on se met dans le prisme de la mère. Et tout le long, Charlotte prétend que c'est son choix et qu'elle se battra comme une lionne. Et c'est exactement la perception, c'est ce qu'elle a dit, ce qu'elle a ressenti, et cette dimension de choix. Sauf que comment est-ce que vous êtes vraiment en train de choisir quand on vous donne le mode d'emploi pour le paradis et qu'on vous explique que si vous n'exécutez pas l'ensemble de ce qu'on vous demande d'exécuter, eh bien vous irez en enfer et que vous allez beaucoup souffrir en enfer. C'est vraiment la pureté, elle est au cœur du système. Et comment est-ce que je me retrouve en situation de choisir si je sais qu'en découvrant un peu ma tête, je risque les flammes de l'enfer avec ce qu'on m'a décrit de ce que c'est. Voilà, ça veut dire aussi que ça a un certain écho par rapport à ce qu'est son monde intérieur à ce moment-là. C'est-à-dire que n'importe quelle jeune fille ne peut pas adhérer à ce genre de discours. Beaucoup pourraient se tourner vers un autre groupe et trouver étayage dans un autre groupe. Là, c'est ce groupe-là qui lui a parlé.
c'est-à-dire un groupe qui parle d'enfer, qui parle de peur, qui parle d'inquiétude, qui parle de monde mauvais dont il faut se retirer, et vous insistez là-dessus, et de recherche de pureté à travers l'abnégation absolue. Oui, enfin, qui est quand même un ingrédient majeur dans beaucoup de sectes, hein. Enfin, qu'on C'est ça. retrouve C'est ça. dans beaucoup de groupes fermés, en fait, hein, où on va se retrouver C'est autour ça. de rituels qui, justement, garantissent en général un principe de pureté. Enfin, ça, c'est... Je rajoute un point, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais le voile, en fait, ou le djellab, c'est le fait de se cacher son corps aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est l'éducation. C'est une forme d'éducation. Donc, s'éduquer, c'est aller sur le bon chemin, c'est prendre le chemin vers la purification de l'esprit et le corps. Ça passe par le corps aussi. Donc, il n'est pas dans la notion de se protéger, mais aussi protéger les hommes de son corps, le regard des hommes. On est toujours dans la notion de la pureté. La pureté de corps et les saints d'esprit et de corps. Et ça, sa forme d'éducation, c'est pas dans la notion de l'obligation ou de choix. Et je rajoute un autre point aussi, c'est une forme de militantisme. Donc, porter le voile et porter le djellab, c'est vrai, c'est affirmer sa présence en tant que femme, sa différence par rapport aux autres. Donc, Charlotte, elle a accepté par des filles la première fois de sortir avec le djellab, par montrer elle assume son choix, elle assume son mode de vie et son orientation, c'est une forme de militantisme. C'est comme si, ce que tu dis, hein, ça me fait penser que s'il faut une éducation qui passe par le fait de se cacher pour aller vers la pureté et pour protéger les hommes qui vont être rencontrés, ça veut dire que ça part du principe que la femme est impure, que la femme est quelque chose de mauvais, et qu'il faut absolument l'éduquer à se cacher. Le corps de la femme. Oui, le corps de la femme. Le corps de la femme. Son esprit aussi, Il puisqu'on amène la enlève. tentation. Voilà, c'est quand on l'appelle, il a rappelé l'histoire d'Adam et Ève, donc c'est l'histoire de la femme. Donc on est toujours dans ce principe-là. On est dans le principe que les femmes sont impures. Donc c'est pas pour se protéger elle-même, c'est pour protéger l'homme de sa tentation. Voilà. Il doit être incapacité à se retenir. Et la femme Oui, a un parce rôle que ça important laisse- dans la société, dans ce mouvement-là. C'est elle qui tient le foyer, c'est elle aussi une forme de... C'est le chemin aussi. Elle doit tenir la famille, les enfants, le rôle, l'importance de la femme. Donc il faut qu'elle soit responsable, il faut qu'elle soit irréprochable et pure dans sa forme. Mais pourquoi la femme l'accepte? Parce que ça veut dire dissocier son corps de son esprit. Et si on lui cadenasse le corps, on lui cadenasse l'esprit. Et pourquoi elle l'accepte? Elle l'accepte parce qu'elle l'a choisi, parce qu'elle ne le voit pas de la même manière que nous, en fait, comme les femmes lambda, les femmes qui refusent le djellab. Le djellab, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, comme je disais, c'est un mode de vie, c'est une éducation, c'est un engagement. C'est l'engagement, c'est forme de militantisme, c'est un engagement. Elle l'accepte pas tout de suite, en fait, hein. Il y a quand même une vraie progression, et je pense qu'elle est assez montrée dans la pièce. C'est-à-dire que une adolescente qui commence à s'intéresser, à se rapprocher d'un groupe comme ça, elle passe pas du jour au lendemain de son survêt de ses baskets, au lendemain on la retrouve complètement bâchée sous un tissu. Tout ça est bien progressif. D'où votre question sur le choix. En fait non, c'est juste un processus d'acceptation. Comme je vais finir par accepter d'être une coépouse. À 12 ans, vous lui auriez dit, Charlotte, le contrat c'est tu rentres dans ce groupe, et puis à 18, rassure-toi, tu quittes tout le monde et tu vas te marier avec quelqu'un comme ça, et tu seras pas sa seule femme, vous serez plusieurs. Le contrat n'aurait jamais été accepté. Donc il y a bien un mécanisme psychologique. Enfin, il y a d'une part l'idéologie et là où elle emmène systématiquement ses fidèles quand ils restent, et puis d'autre part un processus psychologique qui va avancer tout à fait progressivement. De la même façon qu'une personne qui rentre dans une secte va progressivement donner de plus en plus de son temps, puis allouer de plus en plus de sa vie et pour y être complètement. Les choses ne sont pas manichéennes dans l'entrée en fait. Enfin, c'est vraiment... C'est tout à fait progressif. Il faut vraiment intégrer cette dimension de progression qui est vraiment avérée dans tous ces mouvements en fait.
Parce que vous l'avez vu, cette progression, justement. Elle est restée sous votre toit de 12 à 18 ans. Oui, oui, puis je l'ai vu et je l'ai observé aussi au contact de bon nombre d'autres familles, puis de gens qui sont venus vers moi pour m'expliquer comment ils sont rentrés, comment ils sont sortis. Et de la même façon qu'on rentre de manière progressive, on sort pas du jour au lendemain, on sort de manière progressive en cassant certaines choses au fur et à mesure. Mais c'est pour ça que la question sur comment est-ce qu'on fait un jour pour accepter d'être dans ces conditions, ben, c'est sûr que si on le regarde que du jour A au jour B, on n'arrive pas à le comprendre, mais il y a un espace-temps entre les deux. Voilà, ce qui fausse complètement l'idée qu'on entend souvent. Il y a la radicalisation rapide ou surprise ou éclair. Donc ça n'existe pas dans le processus normal, dans l'endoctrinement et la radicalisation. Ça n'existe pas. C'est une manipulation de l'endoctrinement. Donc ça ne se fait pas un jour ou deux. Il y a un espace, le facteur temps qui est très très important. Et là, le facteur temps, vous avez dit qu'elle avait commencé à 12 ans à avoir des velléités et à 18 ans, elle est partie. Ça fait 6 ans. Oui, c'est un espace-temps qui est très long en fait. Oui, bien sûr. Énorme. Et qui commence par une histoire banale d'amour. Oui, ouais. Faut qu'il y ait un déclencheur. Oui, un déclencheur et un encadreur. Donc le déclencheur l'élément qui déclenche ce désir d'aller vers ce choix. Il y a aussi un référent qui alimente et prend en charge la personne qui est désireuse d'aller dans ce chemin-là. Donc il y a toujours ces éléments-là. Bien sûr, il y a le facteur temps qui est un élément très très important, qui est le contraire, j'insiste là-dessus, quand on dit le endoctrinement rapide ou éclair, donc ça n'existe pas. Mais ça veut dire que ça fait partie du système d'approche de faire en sorte de présenter quelqu'un qui puisse déclencher une histoire d'amour qui après attire dans le système. Non, il n'y a pas les cas, il n'y a pas un profil type, il y a différents profils en fait et après l'encadreur ou le recruteur il s'adapte. Enfin, le recruteur, c'est quand même beaucoup plus présent pour les filières djihadistes. Dans les mouvements piétistes, c'est quand même plus diffus. C'est un espace de sororité entre sœurs. Il n'y a pas un guide qui a accompagné Charlotte d'un point A à un point B. Alors que dans les démarches djihadistes, c'est un peu différent. Ils sont attrapés sur Internet et puis là, il y a un vrai coaching. Pas tout à fait. C'est différent d'un profil à un autre. Par contre, le salafisme, c'est vrai, là je vous rejoins, il y a l'environnement, il y a le réseau. Donc il y a aussi la prise en charge par délégation. Donc il n'y a pas un seul référent, mais il y a un entourage. Il y a un entourage. L'entourage pour la personne qui essaye de trouver un entourage remplaçant. Donc c'est l'accueil, famille d'accueil en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est notre. Il y a plusieurs formes en fait. Il n'y a pas de. On entend aussi souvent qu'il y a la mosquée, où il y a aussi uniquement les réseaux sociaux, mais ça dépend des profils. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont mobiles, donc ils s'adaptent dans la manière de recruter, et après le processus est assez flexible. Mais au niveau psychologique, c'est la même démarche, le même processus, mais le mode, c'est assez flexible. Est-ce que vous avez eu le sentiment parfois que votre fille avait des représentations assez délirantes du monde ? Délirante peut-être pas, mais un prisme qui se met en place et qui exagère certaines choses. Ça, effectivement, l'analyse se modifie, mais par la force du groupe qui veut faire croire à certaines choses en fait. La diabolisation de l'attitude des hommes, absolument, c'est quelque chose qui va crescendo. Ces hommes dont il faudrait se protéger, ces hommes dont aucun ne serait capable de faire face à ces pulsions qui s'inviteraient d'ailleurs toujours. Enfin, tout ça, évidemment. On est beaucoup sur la question de la sexualité, de se protéger de la sexualité. De se protéger des hommes, de se protéger aussi d'une espèce de cabale contre cette religion en particulier. Il y a pas mal de facteurs. Il y a quand même une tonalité persécutoire. Eh ben oui, parce que ce sont des victimes.
Ils sont victimes. Là, on est dans le triangle dramatique où la personne, elle est enfermée dans sa posture de victime et les bourreaux, il y en a beaucoup autour et il faut s'en protéger, quoi. C'est vrai qu'il y a quelques questions qui abordaient la notion de l'adolescence. Hein, qu'est-ce qu'un adolescent vit dans son développement, comme ça. Et en tant que psychologue, moi, je m'interroge parfois sur ces adolescents qui vont avoir trouvé, entre guillemets, ça comme solution pour pouvoir tenir face à quelque chose qui, dans leur psychisme, ne tient plus. C'est comme si c'était des béquilles extérieures, un étayage extérieur, pour pouvoir tenir le coup. Et je trouve que dans la manière dont se passent les choses, il y a quelque chose qui est extrêmement similaire à ce qu'on appelle une décompensation psychologique. C'est-à-dire que ce que nous décrivent les parents d'un enfant qui va décompenser, c'est-à-dire son psychisme va exploser en quelque sorte, il va se mettre à avoir peur de tout le monde, être persécuté, avoir une représentation du monde extrêmement noire, il va détester ses parents, il va avoir une haine effroyable, être en échec pour beaucoup de choses, et puis petit à petit se renfermer pour pouvoir survivre. Je trouve qu'il y a vraiment des similarités, sachant que que ça peut être des passages de l'adolescence qui vont ensuite pouvoir, avec un bon étayage, avec un bon environnement, pas un environnement qui va en rajouter encore une bonne couche, là, et puis dire ouais, c'est bien comme ça marche bien comme ça. Ces jeunes-là peuvent ensuite s'en sortir ou pas. Hein. Et quand ils s'en sortent, tant mieux. Et quand ils s'en sortent pas, ils continuent à être dans cette perception du monde que j'appelais délirante. Je dis que les termes est un peu fort, mais enfin bon, on voit à peu près de quoi il s'agit. Ce sont des représentations du monde qui sont tellement effrayantes qu'il leur faut quelque chose pour s'appuyer dessus, pour pouvoir dire je survis quand même, et pour pouvoir ressentir je survis quand même. Et voilà, moi je trouve que c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que ça ne leur sert pas à ça, à survivre. Et quand on en arrive à des choses extrêmes, comme ce que tu nous disais, Edia, c'est-à-dire un embrigadement qui va tellement loin que finalement on va aller jusqu'au sacrifice autre que celui qui est déjà, parce qu'il y a déjà un sacrifice de sa pensée, de son corps, de ses désirs, de ses joies, de ses envies, c'est quand même un sacrifice vital énorme qui a été fait. Ça peut aller jusqu'au sacrifice de sa propre vie, hein, et qui peut être à ce moment-là assimilé à quelque chose qui est tellement démoniaque, quelque chose qui est tellement violent, quelque chose qui est tellement persécutoire qu'on ne peut absolument plus survivre. Hein, on peut imaginer quand même. C'est ce passage-là qui nous intéressait pour la pièce, c'est cette espèce de quête identitaire, cette mutation, cette façon de se créer son personnage pour exister en dehors de l'éducation reçue. Enfin, je pense que c'est vraiment ce qui intéressait Antonella dans la pièce, c'était de donner à voir cette mue, en fait. C'est ça. Juste que je précise, excusez-moi, c'est le salafisme, le cas de Charlotte, être dans le salafisme quiétiste, ou les autres exemples que Charlotte, ça ne veut pas dire djihadiste, donc c'est différent. Ce sont des étapes, pas tous les salafistes ne sont pas tous des djihadistes. Ça pour éviter aussi le travail d'amalgame que Madame a commencé déjà, elle a bien précisé dans son livre, le travail sur les notions. Elle a bien travaillé sur les notions justement dans son travail de sensibilisation pour éviter l'amalgame. Donc elle a fait un sacré travail là-dessus. Mais d'ailleurs aujourd'hui, Charlotte Amina, elle n'a jamais manifesté le désir de partir. Elle est à Londres et elle vit une vie de femme dans un pays européen. Elle n'a pas manifesté le désir de partir, justement, faire le djihad. Elle n'a jamais été impliquée là-dedans. Non. C'est effectivement pas des passerelles qui sont systématiques, absolument pas. Non. Puis je pense que ça n'a
ça n'a jamais répondu à son idéal. Son parcours, c'est plus la quête de personne, c'est l'idéal. Donc ça, c'est l'éducation, c'est sa personne. Elle cherche un idéal. C'est un autre profil. C'est pas le djihad comme certains cas. Donc ça confirme aussi l'idée que les profils sont pas tous pareils. Il n'y a pas un profil type. Alors il est dit dans la pièce quelque chose qui est repris par une de nos militantes, et qui est au tout début justement, qui dit c'est ta faute à la mère. Et nous, on a des militantes qui se sont aussi un peu projetées là-dedans, en disant moi j'ai eu aussi des problèmes avec mes adolescentes, etc. Et j'ai reçu ça dans la pièce très durement aussi, comme qu'est-ce qu'on a fait pour. Ça fait partie de ces interrogations, alors que justement, quand on lit et le livre et qu'on entend ce que vous en dites sur scène, enfin ce qu'en disent les comédiennes sur scène, vous avez coché toutes les bonnes cases. D'ailleurs, vous le dites avec un certain humour aussi dans votre livre, parce que c'est pas juste de la victimisation et du dolorisme. Il y a un recul, effectivement, enfants choyés, milieu aisé, sport, études, enfin voilà, toutes les bonnes cases. Et la grande question, c'est la culpabilité des mères aussi. Comment on échappe à ça ? Comment on échappe à ça ? Sans doute qu'on n'y échappe pas. Je pense que tout parent qui est confronté à une trajectoire inédite et inquiétante de son enfant culpabilise. Vous avez rencontré d'autres parents qui étaient dans le même cas que vous ? Oui, beaucoup, oui. Comment vivent ça les autres parents ? Justement, c'est bien cette espèce de culpabilité qui s'accroche dans la plupart des familles qui m'a donné envie d'écrire en fait au départ. C'est que moi, je me rendais compte que petit à petit, je sortais de ça en relativisant, en prenant du recul, en lâchant prise, en me disant bah oui, effectivement, et puis je continue de dire à mes enfants oui, c'est vrai, je suis une mère imparfaite. Mais j'ai vu que beaucoup de parents vivaient soit beaucoup de colère, soit beaucoup de culpabilité et ne s'en détachaient jamais. Et du coup, n'étaient plus qu'en mode survie à leur tour. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire, de partager aussi, parce que moi j'ai toujours eu une vision un peu positive, de se dire bon, et oui, et après tout, et est-ce qu'ils peuvent pas en sortir, et est-ce que c'est si grave s'ils y sont, enfin aussi de se poser des questions qu'on peut se poser en tant que parent. Et c'était une main tendue, vraiment la première, enfin ce livre je l'ai écrit à réception, enfin j'ai eu l'idée de l'écrire à réception d'un message d'une de mes amies de galère, que je n'arrivais pas à réconforter, malgré tout le lien qu'on avait. Sa fille allait plutôt mieux, était plutôt dans une situation meilleure, mais elle s'enfonçait dans la dépression. Et un soir, son message m'a bouleversée, j'étais en larmes, et je me disais, mais ça sert à rien tout ce qu'on fait. Et je me suis dit, allez, et pourquoi pas écrire pour partager l'histoire, et puis pour se donner du courage tous ensemble. Mais c'est bien parce que justement, cette culpabilité me paraissait trop forte, il faut s'en détacher, sinon on ne peut plus avancer, on est cantonné à la dépression de « j'ai pas bien fait ». Et bon, c'est pour ça que dans la pièce, et j'ai vu que ça faisait partie de vos commentaires, mon chemin, et c'est en partie d'accepter le tien, mais oui, même si j'ai du mal à comprendre, à admettre, mais je suis obligée d'accepter, sinon... Si on n'accepte pas que l'enfant réel soit, pour revenir à ce qui nous tient beaucoup à cœur avec Antonella dans cette pièce, c'est d'avoir montré comment l'enfant idéal et l'enfant réel viennent perturber le parent. Si on reste bloqué sur l'enfant idéal, eh bien, on devient à son tour un adulte qui souffre, un adulte qui se victimise, un adulte qui peut se résigner. Et... Je crois que la souffrance du parent, de l'adulte, elle est aussi liée à ce que le parent ou l'adulte imagine de la souffrance de son enfant dans cet état de choses. C'est-à-dire que si je peux, malgré tout le trajet que vous avez décrit, si je peux me dire à un moment, bon ok, ça ne me va pas du tout, mais finalement elle y est plutôt pas mal, peut-être que je peux plus facilement accepter. C'est un petit peu... Oui, ça c'est un processus psychologique personnel pour... De deuil. Oui, de deuil et pour rester en vie. Voilà. Ça ne veut pas dire que
la situation sociétale me plaise, ça ne veut pas dire que... Pour moi, ça a suscité d'autres engagements, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien d'œuvrer sur des territoires assez proches de cela. Maintenant, à titre personnel, intime, dans ma rencontre avec moi-même, accepter son chemin, c'est une nécessité vitale. Et ça ne veut pas dire pour autant accepter, aujourd'hui, il y a un islam politique qui est très fort, qui cherche à s'imposer de toutes parts. Ça ne veut pas dire que moi je l'accepte ça, hein, dans cette dimension-là. Mais en revanche, dans ma situation familiale, je veux continuer d'aimer ma fille. Et c'est pour ça qu'on a énormément travaillé sur la fin. Hein. Dans presque tous les spectacles, c'est les moments les plus difficiles, parce que comment on laisse le public, on lui laisse quelle parole à la fin. Pour moi, c'est important, mais c'est ma vision du théâtre, de laisser toujours la place au public pour donner une dernière parole. Et donc la fin, c'est toujours très très compliqué à trouver. Et on a beaucoup travaillé sur le texte, c'est-à-dire on coupe pas, on rajoute avec quoi, c'est quoi le dernier mot qu'on laisse. Et ces déclarations d'amour de mère pour sa fille, mais je trouvais que c'était la chose la plus juste, parce que ce spectacle, très bien, on parle de radicalisation, on parle aussi de trajectoire de mère, on parle de plein de choses. Là, on met en évidence un sujet, parce que c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, mais moi j'espère que sur 100 spectateurs, il prend quand même des choses différentes, chacun a un rapport à son propre vécu. Donc cette dernière phrase, pour moi, c'est une phrase universelle. Nos enfants... Il faut qu'on la dise, cette dernière phrase, parce qu'elle a fait réagir aussi parmi certaines d'entre nous. Cette phrase, c'est « Je te retrouverai comme tu seras ». C'est-à-dire que vous gardez le lien, enfin la vision que vous voulez en donner, théâtralement, c'est pas de pousser un cri de révolte, c'est de garder un lien, même si il s'avère que ce lien n'a pas fait changer les choses. Mais c'est pas l'un ou l'autre. On peut être révolté, on peut être triste, on peut être désespéré, on peut être tout. Mais on sera, je pense, ça c'est notre vision, on sera toujours là pour accepter nos enfants, je pense. Sachant qu'il n'y a pas une solution, ou il n'y a pas la solution. Et puis c'est pas au théâtre de donner la solution. Le théâtre, il est là pour poser des questions. Ouais. Il y a une autre chose que les gens se demandent, et on ne peut pas y échapper, c'est qu'est-ce qu'elle est devenue? Oui, ça c'est la question systématique. Charlotte, elle fait sa vie en Angleterre. Et voilà. Elle est dans une vie qu'elle dit assumer, dans laquelle elle dit se sentir bien. Oui. Vous mettez quelques bémols. Elle dit se sentir bien. Non, je ne sais pas, je ne sais plus. Et je te retrouverai comme tu seras, c'est ça. Moi, aujourd'hui... ma fille est partie de chez moi à 18 ans, elle en a 22, elle est devenue maman. J'ai pas assisté à cette transformation, mais j'imagine que ça l'a transformée. Je ne sais plus qui elle devient. Vraiment, j'ai pas envie d'angéliser quelle femme elle devient. Je n'en sais rien vraiment, et c'est pour ça que vraiment, je dis, je te retrouverai comme tu seras. Et puis, parce que j'ai entendu aussi beaucoup de parents. Parce que pour survivre, on a parfois besoin de s'imaginer des choses et de se raconter que mon enfant était un ange. Moi, je ne sais pas, en fait. Voilà. Je ne veux pas dire ça, en tout cas. En tout cas, vous n'avez pas baissé les bras et vous ne vous arrêtez pas ni au livre, ni à la pièce. C'est justement une suite d'un combat que vous menez quand même aujourd'hui en sensibilisation, en prévention. Et qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, par exemple ? Comment cela, comme pour l'inceste, comme on le dit en ce moment pour beaucoup d'autres agressions, même si certaines ne les ont pas dénoncées, comment on avance à partir de là? Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait pour faire une prévention, pour que ça n'advienne plus?
Parce que quand même, ça gangrène la société aujourd'hui. Alors, ça s'est quand même beaucoup transformé, hein. C'est-à-dire que l'histoire de Charlotte, elle ne se reproduit pas de la même façon aujourd'hui. D'abord, les courants idéologiques ont évolué. Si vous regardez les dispositifs de prévention d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui, tout s'est organisé. Enfin, il y a eu 2015, quoi, entre le début de cette histoire et maintenant. Donc, tout a beaucoup changé. Daesh a perdu des territoires. Enfin, c'est sur le contexte géopolitique a beaucoup bougé. En France, il y a une organisation qui s'est mise en place en termes de prévention, de rencontre des familles, dans les préfectures, tout s'est organisé concrètement, administrativement et je pense aussi en termes d'accompagnement des familles, parce qu'ici à Lyon, il y a un centre qui maintenant est opérationnel depuis plusieurs années, alors que moi au départ, je devais aller à Paris rencontrer les premiers qui travaillaient sur le sujet. On voit aussi que le sujet progresse puisque le gouvernement instaure une loi sur la question du séparatisme et c'est pas détaché de ce sujet. Donc voilà, le sujet fait son chemin aussi dans le dispositif politique, ce qui est plutôt une bonne chose. Et moi je le vois demander de plus en plus de porter ce spectacle dans des lycées et des collèges. Ça provoque, parce qu'on a quand même montré la vidéo avec des lycées avec qui on est en train de travailler, ça provoque quand même des questionnements et ça, oui, pour moi, c'est aussi un acte de prévention. Est-ce que vous avez le sentiment que vos actions de prévention, enfin, par exemple, le fait d'aller dans les lycées et de projeter le film, est reçu différemment par les garçons et par les filles ? J'ai presque l'impression, mais je fais référence à la classe qu'on a rencontrée ensemble, que les garçons sont presque plus choqués, c'est pas le bon mot, mais sensibilisés peut-être. Se posent presque des questions, alors peut-être qu'ils les expriment, mais je ne sais pas. Ouais, on a eu beaucoup plus de questions. Les enfants sont choqués. Les enfants sont choqués par l'histoire. Ouais. Quand vous dites les enfants, ils ont quel âge à peu près ? On a fait pas mal de choses. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup d'interventions avec le livre auprès des collèges, notamment. Collège. Même lycée. Et là, c'était une classe de lycée qu'on a fait ensemble. Mais ils sont choqués, ils ne comprennent pas. Mais parce que on reparle de l'espace-temps aussi, à chaque fois. La progression, le fait que c'est pas radical, c'est pas éclair. C'est difficile à admettre pour des jeunes qui sont dans un mode de vie assez ouvert et puis assez normé, de se dire tiens, mais comment est-ce qu'elle peut avoir envie de s'enfermer dans des livres et de croire à des choses aussi qui leur paraissent souvent stupides. Mais ils se posent des questions. Et voilà, pour moi, l'intérêt, c'est aussi qu'ils se posent des questions sur des problématiques de leur vie, que ce n'est pas forcément cette problématique-là. De chercher leur histoire, de chercher leur habit et leur rapport avec leur famille, mais peut-être aussi sur d'autres routes qu'ils sont en train d'envisager, et pas que c'est sous celle-ci. Vous dites, Laurence, que beaucoup de choses ont changé effectivement depuis notamment 2015. Est-ce que, et vous dites que vous êtes assez sollicité pour aller justement dans les établissements scolaires, mais est-ce que dans le milieu de la culture, le fait que vous ayez changé le nom du livre, par exemple, c'est juste pour une raison de titre plus poétique ou de quelque chose qui soit plus en phase avec votre vision de la mise en scène, ou est-ce que c'est parce qu'il y a encore une prévention de la société, que le mot salafisme fait peur, non, comment titre. Se sont comportés par exemple les financeurs? Est-ce que quand vous venez avec un spectacle au contraire, comme ça, là il a un théâtre qui m'a dit c'est dommage, elle n'est pas trop suffisamment radicale ton spectacle. Non, 10 kilos, c'est tout simplement parce que pour moi, l'écriture de Laurence du texte théâtral, c'est pas une adaptation, mais c'est inspiré de livres, mais il a réécrit. Il a réécrit son autre... c'est une vraie création autre. Et puis 10 kilos parce que c'est venu dans la création, parce qu'on a commencé à travailler sur les tissus, parce que quand il a ouvert l'armoire, quand il m'a raconté, il a écrit cette scène où il ouvre l'armoire et il pèse tous ces tissus et ça fait 10 kilos, je trouvais que ça renfermait pas. C'est toujours la même histoire. On parle de ça, mais j'espère de parler aussi d'autres choses.
Et donc le titre du livre serait peut-être dans un spectacle refermé un petit peu et ça n'aurait pas permis de l'imaginaire d'aller ailleurs. Oui, c'est ce que veut ce que veut le spectacle, parce que le mot salafiste, il pose problème, clairement. Donc c'est vrai que autant le livre voulait expliquer un processus, une histoire dans ses détails pour qu'on la touche du doigt et qu'on la comprenne, autant la pièce nous emmène sur la quête identitaire et donc plus largement. La prévention de la radicalisation, c'était beaucoup avec le livre. Là, je pense qu'avec 10 kilos, on est dans le sujet, mais on est aussi dans d'autres sujets, et notamment sur le sujet du choix. Mais c'était un choix artistique qu'on a fait, de donner ces titres-là, plus que... aujourd'hui, je me dis que pour le vendre, peut-être que si on gardait le titre, ça aurait été plus facile. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est que vous avez l'air de dire que précisément, on vous demanderait parce plus que de radicalité. Les théâtres qui ne sont pas politique. intéressés à ces sujets, eh ben, de toute façon, ils ne le programment pas. Il y en a d'autres qui ont envie de plus. Mais de plus de politique, peut-être, et moins d'intimisme. Oui, plus de leur politique. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de spectacles au théâtre, il y a eu plusieurs pièces sur le sujet, et plutôt des pièces prises sous l'angle comique ou dramatique, parce que je pense aussi en même temps, je pense à Rachid Benzine qui a monté Lettre à Nour, qui est un spectacle magnifique et qui est consacré au djihad. Il y a la pièce djihad, enfin il y a déjà sur ce sujet précisément, il y a de belles créations qui circulent et qui sont efficaces et qui tournent beaucoup. Donc, nous, on n'a pas voulu écrire. On n'a pas voulu écrire un spectacle pour expliquer comment les jeunes se font embrigader. C'était pas ça. Donc c'est pour ça que on ne voit pas la comédienne avec un voile sur la tête. On a juste la dernière image. Pour moi, elle se couvre de ce grand tissu, mais pour moi, c'est comme si ça s'envolait et on ne sait pas où. Mais il s'envole. Il n'est pas là avec un tour sur la tête. Est-ce que vous avez envoyé votre livre à votre fille? Non. J'y ai pensé quand vous avez dit on ne la voit pas avec le voile dans la pièce. Mais c'est vrai, ce que disait Laurence, c'était vraiment un choix que pour tous les deux, il était très important de ne pas trahir sa parole. Donc il n'a pas un mot qui ne soit pas été dit ou écrit. C'est pour ça qu'il parle très peu. Et peut-être pour terminer, avant de conclure, est-ce qu'il y a autre chose qui est en route maintenant dans votre tête du point de vue de l'écriture, pas forcément sur ce sujet? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont travaillé et que ça a été un déclic là pour écrire? Oui, alors sur ce sujet-là, ça sera fini là. Mais clairement, l'écriture, d'abord découvrir l'écriture pour le théâtre, ça a été génial. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et puis ça me semble être un moyen d'expression que je trouve beaucoup plus ouvert que l'écriture du livre, en l'occurrence. Et puis se trouver dans une collaboration qui fonctionne très bien, où on a envie de continuer. On a envie de travailler ensemble. Alors c'est vrai qu'après le prix Arsena aussi, ça donne envie de continuer quand on est encouragé par Arsena sur un premier texte. Je ne pensais pas que j'étais capable d'écrire, donc déjà d'aller au bout, de voir la réalisation, la mise en scène. Moi, le travail qui a été fait de mise en scène par Antonella, c'est une sublimation du texte, je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que le jour de la première, le jour où on s'est rencontrés, on était en train de parler du prochain projet. Donc, voilà, on a envie de continuer. C'est un terrain d'expression qui est très chouette, la scène. Ouais. On peut faire un tout petit peu de publicité, en sachant que vous avez vu quand même la pièce en vidéo. C'était pas le but, c'était de la faire au théâtre. Donc dans la région, au moins, on va jouer en janvier au théâtre de l'Élysée et au théâtre de Saint-Fond, à Jean-Marais. Donc voilà, vous aurez la possibilité, même à Lyon, de le... En janvier 2022. Oui.
Et vraisemblablement, si des lycées ou des médiathèques ont envie de vous recevoir, On est là. c'est tout à fait bienvenu. Oui. Là, le théâtre est pensé pour être joué en dehors des scènes aussi. Ouais. Oui, oui, oui. Un peu nomade et... C'est créé pour version être dans des légère. salles de spectacle, mais justement pour pouvoir aller aussi ailleurs, aller à chercher les gens qui n'ont pas la possibilité de venir dans le théâtre. En version 10 kilos. Ouais. Bien, et bien écoutez, il nous reste à vous remercier et à dire à quel point l'association Femmes contre les intégrismes a eu de la chance de vous rencontrer parce qu'on est absolument en plein cœur de nos préoccupations en tant que luttant contre les douleurs que l'intégrisme fait aux femmes. Et c'est surtout par rapport à la question de la féminité. Moi, j'étais assez, pendant qu'on parlait tout à l'heure, je me disais, on est quand même dans le cas où c'est une fille qui est partie. Quand c'est une fille qui part et elle va tout laisser. Elle va laisser son âme, elle va laisser son corps, elle va laisser ses désirs, elle va laisser sa personnalité, ses pensées, ses capacités de penser. Et elle va tout recouvrir d'un grand voile noir. Et je me demandais, tiens, et les parents dont ce sont des garçons qui s'en vont comme ça, est-ce qu'ils ressentent la même chose? Est-ce qu'ils ont des parcours aussi douloureux? Voilà, c'était surtout ça. En tout cas, nous, ça nous renforce dans l'idée qu'on a intérêt à être solidaires, pour ne pas laisser justement les familles seules, la préoccupation d'une femme seule face à une histoire. Et je pense que c'est important que vous soyez entendus comme un élément d'un corps social qui se bat pour une même chose, qui est quand même une certaine forme de liberté des femmes. Même si vous-même, vous vous êtes beaucoup battus et vous avez beaucoup exprimé le fait que ce n'était pas votre conception du monde, peut-être qu'il va falloir se battre pour défendre cette autre conception du monde, ensemble. Sans doute, oui. Merci. Merci Merci à vous pour votre Merci accueil. beaucoup.